Merci. On va d'ailleurs voir, notamment par les noms qui vont apparaître, que les savoirs occultes et les sciences en Chine ancienne, comme dans beaucoup d'autres parties du monde, avaient une intersection assez importante. Donc, ce que nous avons entendu depuis hier matin, je pense, ça suffit à mettre en évidence que pour beaucoup de sinologues français, les savoirs scientifiques, techniques et médicaux étaient en fait une partie intégrante de la civilisation chinoise et des savoirs qui méritent d'être étudiés. C'est un trait qu'on retrouve dans l'œuvre de Jacques Gernet, dont il va être beaucoup question dans ma communication, et notamment dans son ouvrage monumental « Le monde chinois », dont la première édition en 1972 comporte une riche iconographie et beaucoup de ces images concernent l'astronomie, les mathématiques, la pharmacopée, les techniques. Donc, même sans lire le livre, rien qu'en regardant les images, c'est une conception, un aperçu sur la civilisation chinoise qui prend en compte tout un ensemble de savoirs et de pratiques, et pas seulement la philosophie, la littérature et l'art, que je pense qu'il s'agit pour Gernet d'intégrer tout ça ensemble et non pas évidemment d'opposer les uns aux autres. Le 4 décembre 1975, Jacques Gernet donne ici même sa conférence inaugurale. Et je voudrais lire des extraits de cette conférence inaugurale parce qu'elle me semble annoncer un projet pour sa chaire qui intègre aussi l'histoire des sciences. Gernet a cité notamment, mentionne Joseph Needham, qui à l'époque n'avait publié qu'une dizaine de volumes de Science and Civilization in China, contre les 23 ou 24 qui existent actuellement. Et ensuite, voici ce que dit Gernet en évoquant les mathématiques. On oublie souvent combien les Chinois, étonnants manipulateurs de baguettes à compter et plus tard de bouliers, ont été d'habiles calculateurs, et on oublie aussi le grand retard de notre Occident dans le maniement des chiffres. Les simplifications que permettait l'usage d'un échiquier où la position des coefficients déterminait à elle seule à quel inconnu et à quelle puissance de cet inconnu ils étaient associés, et la concision mathématique de leur langue ont permis aux mathématiciens chinois de résoudre au XIIIe et au XIVe siècle des équations à 4 inconnus. Donc là, Gernet s'appuie sur le livre de John Ho qui a été publié par le Collège de France et qui était une thèse faite en France sur l'œuvre de Zhu Shetier, donc un mathématicien de l'époque des Yuan. On se souvient que dans les années 1940, Joseph Needham s'était proposé de procéder à un titrage des civilisations. Il emprunte cette métaphore à la chimie. Autrement dit, il s'agissait d'évaluer les contributions de chacune des civilisations au patrimoine des savoirs scientifiques et techniques de l'humanité. Ça, c'est l'historiographie qui correspond à l'histoire scientifique de l'humanité qui a été entreprise à l'UNESCO à la fin des années 40. Toujours dans sa leçon inaugurale, Gernet se montre critique envers cet objectif de Needham. Donc l'intérêt des exemples des mathématiques cités, qui sont sans doute assez frappants, dit Gernet, n'est pas de permettre d'établir des priorités ou de souligner l'avance de la Chine dans tel ou tel domaine. Ce serait, avouons-le, un bien piètre résultat si l'histoire des sciences devait seulement aboutir à dresser une sorte de palmarès des civilisations, indépendamment des contextes historiques et des mentalités. Leur intérêt est bien plutôt de révéler, chacun à leur façon, certains traits caractéristiques du monde chinois. L'invention du premier appareil de détection des tremblements de terre, c'est les Han, premier siècle de notre ère, met en jeu une notion d'action à distance qui, comme beaucoup de notions importantes et très respectables, est d'origine magique. L'idée même et la mise en place d'un réseau de stations météorologiques implique une remarquable organisation administrative qui a été caractéristique du monde chinois depuis l'avènement de l'Empire à la fin du IIIe siècle avant notre ère. La Chine lui doit une tendance à la rationalité qui nous étonne souvent par son modernisme. Donc l'intérêt pour l'histoire des sciences, c'est, je l'ai dit, une partie intégrante du projet d'histoire sociale et intellectuelle que Jacques Gernet se propose de développer. Et je cite encore,
Quant à l'algèbre que les Chinois ont développée en l'appliquant tout d'abord à la résolution de problèmes élémentaires de géométrie, elle est indissociable d'une aptitude aux manipulations qui est très inégalement cultivée dans les différentes civilisations. Pour reprendre un mot de Maurice Alvax que citait Marcel Mauss, « L'homme est un animal qui pense avec ses doigts ». Fin de citation dans la citation. Belle maxime, nous dit Gernet, qui nous met en garde contre une approche trop intellectualiste et que les mathématiciens chinois auraient sans doute approuvé. L'histoire d'une civilisation met donc en cause à la fois des structures sociopolitiques, des notions, des attitudes mentales, des comportements, des gestes, tout ce que les ethnologues désignent sous le nom de technique du corps. Ailleurs dans sa leçon, Gernet évoque le, je cite, « profond sentiment de modestie qu'il éprouve à considérer l'œuvre et l'érudition de Paul de Miéville, qui fut son prédécesseur au Collège de France, on l'a vu. Les historiens des sciences du XXIe siècle qui lisent aujourd'hui la leçon inaugurale de Gernet ne peuvent que partager ce sentiment de profonde modestie, tant les lignes directrices indiquées par Gernet sont proches de ce qui motive certains des développements les plus récents et les plus prometteurs de l'histoire des sciences à l'heure actuelle, et je dirais quelle que soit la région du monde à laquelle elle s'intéresse. Au début des années 1980, un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent aux sciences et aux techniques et aussi à la médecine en Chine travaillent à Paris. Parmi eux, je mentionnerai d'abord Catherine Despeux, Georges Métellier, Marc Kalinowski et Françoise Saban, que je remercie d'avoir partagé avec moi leurs souvenirs de cette époque. Quand j'ai préparé cette communication, il faut aussi mentionner Viviane Alton, Karine Chemla et Jean-Claude Marzloff. À l'époque, donc, il n'y a pas de cursus universitaire d'histoire des sciences en France. Tous ces chercheurs sont donc de formations diverses, sinologiques pour presque tous, mais aussi linguistiques, ethnographiques ou mathématiques. En 1984, Jacques Gernet propose de les réunir pour fonder ce que le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, appelle alors une recherche coopérative sur programme. RCP, donc, comme vous savez, une des grandes spécialités françaises, c'est l'utilisation de sigles qui rendent inintelligibles à toute personne extérieure les institutions de notre pays, sinologiques ou non. Donc, cette RCP, et vous allez voir, ça va changer de nom, c'est une structure transversale qui permet de réunir autour d'un projet des personnes rattachées à diverses institutions. Parmi des savants très éminents qui ont été aussi partie prenante des débuts de ce projet, on peut citer Georges-André Audricourt, dont on connaît autant les travaux sur la phonologie que sur l'ethnobotanique, Lucien Bernot, qui était un ethnologue travaillant sur l'Asie du Sud-Est et qui était un collègue de Gernet au Collège de France, et enfin Claude Lard, qui est un des principaux maîtres d'œuvre, sinon le principal, du grand dictionnaire Ricci, donc le dictionnaire français des langues chinoises. Il y avait aussi des chercheurs plus jeunes, comme Federico Bringer, Annie Coriucci et moi-même, donc des thésards, qui ont eu la chance d'être là. Et je pense qu'il faut aussi mentionner, parce que c'est important, un certain nombre de chercheurs qui n'ont pas fait de carrière universitaire, mais dont la contribution au GDR a été significative. Donc aussi, là, je voudrais nommer Joël Brenier, Colette Dieny et Vladislas de Vieclavic. D'autres collègues ont rejoint le groupe plus tard. C'est le cas notamment de Pierre-Étienne Ville et de Christian Lamourou, qui a joué un rôle moteur dans les années 1990 et 2000. Alors, la demande déposée au CNRS en juin 1984 présente le projet collectif dans les termes suivants. Là aussi, je vais simplement lire ce texte. En raison des traditions, du contexte sociopolitique et de l'outillage mental propres à la Chine et aux pays d'influence chinoise, la perception et l'organisation de ce que nous concevons sous le nom de sciences et techniques y apparaissent comme profondément originales, au point où en sont arrivées les recherches dans ce domaine. Il est devenu indispensable d'adopter une approche de leur histoire différente de celle qui se fonde sur des a priori et des cas d'intellectuels européocentristes, approche qui a eu jusqu'ici pour objet principal l'identification des antécédents des sciences modernes en Asie orientale. Ça, encore une fois, c'est une idame. Des chercheurs de divers domaines d'études, mathématiciens, astronomes, botanistes, historiens des techniques et linguistes, souhaitent se regrouper pour travailler ensemble à un projet commun dont le thème serait l'étude des procédés opératoires qui sont à l'œuvre dans les différents domaines des techniques et des sciences en Chine, au Japon et en Corée. On retrouve ici donc l'approche proposée par Gernet lors de sa leçon inaugurale et qui avait été discutée par tous les membres du groupe dont le nom figure sur ce premier projet.
Le groupe en question, d'abord appelé RCP 798, est devenu 2 ans plus tard le GDR 798, quand le CNRS a changé sa nomenclature. Et en fait, ce groupe, peu importe ses noms, a duré 14 ans, malgré les règles du CNRS qui limitent à 8 ans l'existence de ce type de structure. En 1992, lorsque Jacques Gernet a pris sa retraite, Pierre-Étienne Ville, qui lui a succédé au Collège de France, a repris la direction du groupe. Autant Jacques Gernet a fondé et inspiré le groupe, autant Pierre-Étienne Ville non seulement lui a permis de poursuivre ses travaux, mais lui a aussi donné de nouvelles orientations. Il faut dire aussi, bien sûr, rappeler que Pierre-Étienne Ville a lui-même contribué au domaine par son enseignement sur les ingénieurs dans la Chine républicaine et par son étude sur la médecine légale à l'époque des Qing. Donc, je ne peux pas être exhaustive sur les travaux de personnes parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Donc, dans ce qui suit, je voudrais simplement évoquer certains travaux menés collectivement au sein du groupe et aussi parler un petit peu des dynamiques que ça a créées. Donc, je crois qu'il y a eu 4 publications collectives principales du groupe. La première a été dans la revue d'histoire des sciences. Donc, vous voyez, l'enjeu était aussi de rendre visible à nos collègues simplement francophones l'importance de ce que Gernet appelle d'ailleurs les données chinoises en matière d'histoire des sciences. C'est le terme qu'il emploie dans cette introduction. Et je voudrais citer les 2 phrases de conclusion de son introduction. « Si le fonctionnement de l'esprit humain est partout le même, il s'en faut de beaucoup que les différentes civilisations en aient partout développé les mêmes aptitudes. De là précisément l'intérêt des données chinoises. » J'ai relevé ces 2 phrases parce que il me semble que Gernet formule aussi ici la manière dont se résout pour lui la tension entre l'universalisme humaniste et la pleine reconnaissance de la diversité de l'expérience humaine, ce qui est une tension que nous connaissons tous, mais je dirais qui est particulièrement importante pour les historiens des sciences, étant donné la prétention parfois assez arrogante de la science à l'universalité. Très rapidement, donc je ne vais pas tout lire, mais l'article qui suit ce texte est signé par 4 membres du GDR, et ils avaient effectivement déjà commencé à l'époque à travailler sur le mangue tibetan, qui va être donc un sujet de recherche qui est, comment dire, le projet de traduction de cet ouvrage qui se poursuit jusqu'aujourd'hui sous la responsabilité de Christian Lamourou et Pierre-Étienne Ville, est certainement l'héritage le plus direct et le plus ambitieux du GDR, dont il a gardé le caractère collectif, et j'entends que la publication, au moins une publication partielle, est pour bientôt. Je voudrais aussi dire plus modestement que mon article qui porte sur les classifications en mathématiques reflète aussi l'un des premiers thèmes de discussion dans le groupe, puisqu'on s'est intéressé aux classifications du savoir dans la tradition chinoise. Je voudrais aussi attirer l'attention sur l'article de Frédéric Aubringer et Catherine Despeux sur l'atout, puisqu'on va voir que ça s'est développé en un programme collectif plus important. Deuxième publication qu'il faut mentionner, là c'est un projet européen dans lequel 5 membres du GDR ont participé, donc l'Europe en Chine, interaction scientifique, culturelle et religieuse du XVIIe et XVIIIe siècle. Il est bien évident que ceci est un prolongement, l'un des prolongements de l'ouvrage de Jacques Gernet, Chine et christianisme, qui est paru en 1982, et que je dirais qu'avec ce travail, on a une collectivisation, on assume de manière collective ce que marque l'ouvrage de Gernet, c'est-à-dire l'appropriation par des historiens laïcs de l'histoire de la mission jésuite en Chine et du christianisme en Chine. Donc je pense que c'est un moment extrêmement important. Et on voit aussi que là, c'est l'intégration de l'aspect scientifique des interactions qui arrive à ce stade-là. Donc, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est une tendance forte, je dirais, de l'histoire des sciences aujourd'hui, c'est-à-dire, on se rend compte que les aspects techniques ne sont plus autosuffisants et qu'il faut finalement traverser les disciplines pour produire du science historique.
En 1994, paraît un ouvrage au titre délicieux qui reflète aussi un caractère aussi irréductible, la diversité des terrains de chacun. Donc, je vais simplement mentionner ici l'article de Joël Brenier, qui est un article encore sur le mangue tibétaine, qui, à mon avis, illustre très bien la pertinence et même la nécessité d'avoir des spécialistes de plusieurs domaines pour lire un ouvrage comme ça, puisque Joël Brenier y resitue donc les considérations de Shen-Gua sur l'échiquier de Go dans l'histoire des mathématiques, et en particulier le traitement des grands nombres. Et enfin, le dernier, chronologiquement, ouvrage collectif a été mené à bien par 5 historiens de la médecine qui non seulement donnent de larges extraits de traduction d'extraits d'ouvrages médicaux sur la toux, mais aussi l'ouvrage met en lumière les liens entre classification nosologique et attitude thérapeutique, afin, comme le disent ces auteurs, de ne pas isoler tel ou tel moment de l'acte médical. Donc, je signale aussi qu'il y a eu d'autres travaux de lecture collective, on n'a pas tout publié, donc un lecture de textes mathématiques, et puis aussi des lectures collectives de textes du genre Bizzi, qui ont eu aussi pas mal d'importance je pense, dans l'itinéraire de tous ceux qui y ont participé. Autre aspect important, ce groupe a permis, je dirais, une visibilité, une présence internationale des chercheurs qui travaillaient à Paris sur le domaine. Il nous a permis d'abord de participer en masse à des colloques internationaux mais aussi de faire venir à Paris un grand nombre de collègues du monde entier. Je pense que notre ami Hansi, qui est ici présent, la première fois qu'il est venu en France, a pu aussi faire connaissance de l'ensemble des membres de ce groupe et de participer à certaines de ces réunions. Donc c'était aussi, vous voyez, un collectif pour les pratiques de recherche et un collectif pour le rapport au reste du monde, parce qu'aussi fiers qu'on puisse être des travaux qu'on a faits, il ne faut pas oublier que nos travaux de sinologie n'ont de valeur que pour autant qu'ils s'intègrent dans des travaux qui sont faits dans le monde entier, en Chine et aussi dans le reste du monde. Et je pense que ce groupe nous a donné les moyens aussi de faire cela collectivement. On s'est aussi aperçu qu'on était finalement le plus grand groupe en dehors d'Asie orientale. Et ça, c'est probablement aussi un résultat du caractère centralisé du monde académique en France, puisque depuis le temps que nous parlons de sinologie française, il me semble quand même qu'on peut remarquer que nous parlons surtout de sinologie parisienne, ce qui est le cas aussi pour ce groupe. Je voudrais juste mentionner pour terminer que du coup les membres de ce groupe ont joué les uns après les autres un rôle important dans une société internationale, la Société internationale d'histoire des sciences, des techniques et de la médecine en Asie orientale. Georges Métellier, qui en a été le premier trésorier, est aussi celui grâce auquel cette société a des statuts donc c'était en France, et elle est domiciliée au Collège de France. Donc là, quand je parle on a vraiment affaire aussi à la constitution d'institutions à l'échelle mondiale. Et il me semble que le témoignage le plus récent de cette dynamique, c'est que nous organisons en juillet 2015, la 14e conférence internationale de cette société à Paris. Pour clore, je voudrais quand même dire que pour beaucoup d'anciens membres du GDR, les discussions et les collaborations qui ont eu lieu dans le cadre de ce groupe en ont fait donc un lieu de pratique collective de la recherche, comme on n'a pas toujours la chance d'en rencontrer un dans une carrière académique et intellectuelle. C'est, je pense, ce qui a fait qu'au cours des 3 décennies écoulées, la chaire du Collège de France, aussi en tant qu'institution, a impulsé un essor tout à fait remarquable des travaux
sur l'histoire des sciences, des techniques et de la médecine en Chine et plus largement en Asie orientale. Cette contribution de Jacques Gernet et de Pierre-Étienne Ville à la sinologie française mérite, à côté de leur œuvres individuelles respectives, d'être saluée dans le cadre du colloque qui nous réunit. Je vous remercie de votre attention. Merci Catherine pour cette explication.